Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Pourquoi un livre blanc? D'abord, il y a un sentiment d'urgence. Une urgence particulièrement visible ces derniers mois avec les nombreuses pétitions qui ont circulé et circulent encore sur le net pour défendre des jeunes apprentis, jeunes majeurs étrangers travaillant et vivant ici, menacés par les préfectures d'expulsion et d'arrestation en centre de rétention administrative, CRA. Ces pétitions, souvent accompagnées d'actions comme des grèves de la faim, des rassemblements ou des manifestations sont importantes et courageuses. Cela indique qu'il y a dans notre pays de nombreuses personnes, employeurs, familles d'accueil, bénévoles d'associations, camarades de lycée, enseignants, condisciples de sport, qui s'engagent individuellement, en famille ou collectivement pour refuser le mépris et le cynisme du gouvernement et des préfectures qui n'hésitent pas à broyer la vie de ces jeunes gens, à nier tout ce qu'ils ont pu construire depuis leur arrivée en France, et souvent avec ténacité. Les études au collège et au lycée ou en CFA et les diplômes obtenus, apprentissage de la langue française, le travail en apprentissage et le choix d'un métier, la capacité de se débrouiller seul dans la vie, car ce sont des jeunes avant d'être des étrangers, et aussi les relations créées avec des amis et des adultes rencontrés à leur côté. Il est urgent de faire connaître les multiples tracasseries, vexations et persécutions que le gouvernement veut imposer aux jeunes étrangers, mineurs ou jeunes majeurs venus seuls en France. C'est important aussi de faire connaître tous ces obstacles dans les pays d'où viennent ces centaines de jeunes, en particulier depuis 2015, au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Soudan, en Érythrée et la liste n'est pas close. Ensuite, on a besoin d'un parler vrai, pour dire ce qui arrive à ces jeunes étrangers et les raisons de leur venue en France. Un parler vrai que ne disent pas les sigles administratifs du style MNA, mineurs non accompagnés, et encore moins les propos violents et pleins de suspicions qui traitent ces jeunes de menteurs et de délinquants. Si les raisons qui leur font quitter leur pays peuvent être multiples, ces enfants et adolescents partagent un même objectif: venir en France, le plus souvent en prenant des risques inimaginables et au prix d'un courage sans limite, pour aller à l'école et apprendre un métier: boulanger, cuisinier, couvreur, carrossier, plombier. Besoin d'un parler vrai sur le gouffre qui existe entre les officiels principes de protection de l'enfance et de protection des mineurs en France, et la réalité des décisions préfectorales et administratives qui font peser sur la vie de ces jeunes des menaces incessantes: non-attribution de carte de séjour, non-renouvellement des titres de séjour, volte-face sur la reconnaissance de minorité, non prise en compte du travail effectué chez les patrons, menace des OQTF, obligation de quitter le territoire français, de placement en centre de rétention et d'expulsion de France, sans parler des nuits passées à dormir dehors. Comme si tout était fait pour que ces jeunes étrangers ne se sentent jamais à leur place ici, soumis à une intranquillité permanente instituée et quasiment revendiquée par les lois et les décrets administratifs. Et les temps de campagne électorale, officiels ou non, sont particulièrement propices au durcissement des décisions préfectorales et à la multiplication des menaces. Face à ces menaces constantes à l'égard des mineurs étrangers, de très nombreuses personnes ont décidé d'agir, de s'engager en leur propre nom ou dans des associations, avec de multiples initiatives pour nourrir, héberger, soigner, enseigner le français, accompagner dans le dédale de démarches et de convocations les jeunes de leur ville ou de leur région. Ce livre existe aussi pour faire connaître et réunir les nombreuses pratiques et actions formidables que font des gens qui comptent avant tout sur eux-mêmes pour pratiquer l'hospitalité, la protection et l'accueil des jeunes, mineurs ou majeurs. Ce livre se veut un livre de témoignages, mais pas seulement. Il se veut aussi être, grâce aux rencontres et aux discussions que nous souhaitons avoir pour sa mise en œuvre, une opportunité de mettre des mots et de la pensée sur ce qui se passe, tant du côté des agissements du gouvernement que du côté de ce que font les gens. Nous avons besoin de nommer les raisons que se donne le gouvernement pour maltraiter et persécuter ainsi une partie de la jeunesse, réfléchir avec quelles idées lui faire face de façon durable, quels principes opposer à ces lois et ces décrets qui bafouent ouvertement la protection de l'enfance pourtant officiellement reconnue dans notre pays. Mettre des mots et de la pensée aussi pour partager l'intelligence collective des gens qui inventent dans chaque situation comment défendre la présence et la vie décente de jeunes étrangers. Faire en sorte que ces expériences soient connues et qu'elles ouvrent à une discussion sur les idées qui permettent à chacun de faire ce qu'il fait. On le sait,
Souvent, l'urgence des situations pour protéger l'un ou l'autre jeune fait qu'il y a beaucoup à faire, que cela est passionnant mais peut aussi être épuisant tant que les préfectures et le gouvernement continueront leur harcèlement administratif et policier des jeunes gens. Il est évident que des jeunes continueront de venir sauver leur vie en arrivant en France dans les années à venir, et que le gouvernement continuera de bafouer leur accueil. Ce qui compte, c'est comment renforcer et donner de l'ampleur aux convictions et aux principes de tous ceux qui choisissent de s'engager pour l'hospitalité et la vie décente des jeunes étrangers. D'ores et déjà nous pouvons dire: les enfants, on les protège, on ne les laisse pas dormir dans la rue, on doit les scolariser, les soigner et les loger. À 18 ans, un jeune doit recevoir une carte de séjour, qu'il poursuive ses études en lycée professionnel, en lycée général, ou qu'il travaille comme apprenti. Apprendre un métier manuel c'est respectable et cela doit être respecté. Il y a sans doute d'autres mots et d'autres idées à trouver pour faire entendre que la situation des jeunes étrangers est une situation nationale, un enjeu national, qu'il s'agit au fond de la façon dont on considère toute la jeunesse et pas seulement les jeunes étrangers, donc les humains. Nous souhaitons que ce livre soit un outil de travail, un instrument de connaissance et de pensée, qu'il soit utile et que les différentes expériences de combat et d'hospitalité puissent y figurer. Questionnaire d'entretien. Vous trouverez ci-joint l'introduction au livre blanc que nous souhaitons écrire avec tous ceux et celles qui d'une manière ou d'une autre ont décidé d'être aux côtés des mineurs et jeunes majeurs étrangers, travail, logement, apprentissage du français, soins, etc. Nous aimerions que vous participiez à l'écriture de ce livre. Dans les circonstances actuelles de confinement, et parce qu'il est difficile de se rencontrer, nous proposons ces quelques questions pour ouvrir la discussion, recueillir vos récits et ce que vous en pensez. 1. Quelles sont à votre avis les difficultés actuelles rencontrées par les jeunes mineurs étrangers? Par les jeunes majeurs? Pouvez-vous raconter des situations précises qui vous ont particulièrement marqué? 2. Quelle est votre expérience des agissements et décisions des préfectures, des conseils départementaux, de la PAF, des centres de rétention ou autres institutions, AS, Éducation nationale, de votre région? 3. Comment nommez-vous les agissements du gouvernement? Comment les expliquez-vous? 4. Quelles sont à votre avis les mesures possibles et nécessaires pour que les mineurs étrangers aient ici une vie décente? 5. Voulez-vous dire quelque chose sur la façon dont vous avez rencontré un ou plusieurs de ces jeunes? Pour quelles raisons vous êtes-vous engagé aux côtés des jeunes? 6. Avez-vous eu l'occasion de parler de l'engagement qui est le vôtre auprès de ces jeunes avec des personnes autour de vous? 7. Dans l'introduction au livre blanc, nous affirmons quelques principes. Les enfants, on les accueille, on les protège, on ne les laisse pas dormir dans la rue, on doit les scolariser, les soigner et les loger. À 18 ans, un jeune doit recevoir une carte de séjour, qu'il poursuive ses études en lycée professionnel ou en lycée général, ou bien qu'il travaille comme apprenti ou comme salarié. Apprendre un métier manuel c'est respectable et cela doit être respecté. Pensez-vous à d'autres principes nécessaires? 8. Selon vous, comment ce livre blanc peut-il être utile? Les amis d'ici. Avril 2021. C'est le nom que s'est donné le groupe de travail, qui réunit des jeunes étrangers et des amis français depuis plusieurs années à Lille. lesamidici@aol.com. Avant-propos. Nous avons pris l'initiative de l'écriture de ce livre en avril 2021. Chacune de nous deux était déjà engagée depuis des années dans la pratique de l'accueil et de l'accompagnement de jeunes gens, venus d'ailleurs, sans leur famille, et qui vivent seuls en France. Comme nous le disions dans le texte de proposition, pourquoi un livre blanc? Nous pensons que la situation de ces jeunes est une question d'importance nationale, aux deux sens du terme. Au sens géographique, car elle concerne toutes les régions de France, et aussi parce qu'elle concerne ce que peut être notre pays et ce que les gens en pensent. Comment avons-nous procédé pour écrire ce livre blanc? Dans une première partie, nous avons privilégié la rencontre avec des personnes qui d'une manière ou d'une autre sont engagées pour accompagner et accueillir dignement les mineurs étrangers et les jeunes majeurs, là où elles habitent, à Lille, Avignon ou Rouen. Ce que font ces personnes, celles qui parlent ici et des milliers d'autres, est un élément majeur de la situation actuelle. La situation,
ce n'est pas seulement ces innombrables difficultés que subissent les jeunes. Ces personnes agissent à partir de leurs propres convictions et principes. Ces personnes qui s'appellent ou que l'on appelle souvent bénévoles, parlent en leur propre nom, disent ce qu'elles font et ce qu'elles pensent de la façon dont les différentes instances administratives et étatiques traitent les mineurs qui sont ici. Elles parlent en leur propre nom, même si elles peuvent appartenir à des sphères associatives. Ce qui compte, c'est la décision personnelle, libre de s'engager sans attendre d'être nombreux pour le faire ou d'être dépendant de négociations ou de tractations avec des instances de pouvoir. Sans être pris dans la seule dénonciation. Elles font face aux multiples vexations et maltraitances que subissent les jeunes étrangers, faisant ce qui leur est possible. Héberger un jeune en recours de minorité, accompagner à l'hôpital, enseigner la langue française, aider à s'y retrouver dans toutes les démarches administratives et juridiques, soutenir ceux qui sont scolarisés au collège ou en CFA. Ce faisant, elles pratiquent la rencontre avec des jeunes gens très différents d'elles, dans le respect réciproque, dans la reconnaissance entre personnes, à égalité de conscience. Elles pratiquent ce possible à partir de valeurs. La fraternité, le droit de l'humain différent de la bannière des droits de l'homme, la protection des enfants, le refus de la maltraitance, la dignité de l'accueil. C'est au nom de ces valeurs que l'engagement se fait, et la rencontre avec les jeunes étrangers met au grand jour l'indignité, l'hypocrisie et l'inhumanité de la politique d'accueil du gouvernement. Ils et elles montrent ainsi qu'il y a du côté des gens une véritable légitimité à pratiquer l'hospitalité, que le gouvernement refuse aux jeunes étrangers. Une réelle capacité dont il faut parler et qu'il faut faire connaître. Nous les remercions du temps et de l'énergie qu'elles ont bien voulu consacrer à leur contribution au livre blanc. La deuxième partie du livre donne la parole à quelques jeunes gens étrangers. Certains ont été reconnus mineurs par l'AS, d'autres ont été refusés et sont en recours. Ils vont au collège ou au lycée professionnel ou sont en apprentissage. Chacun raconte ses projets pour vivre sa jeunesse en France et l'importance des rencontres qu'il a faites ici avec des bénévoles ou avec de bonnes personnes, selon l'expression de certains jeunes. Ces rencontres sont importantes pour supporter la constante intranquillité qui jalonne leur vie d'adolescent. Attendre parfois des mois pour voir ou non sa minorité reconnue, savoir où dormir dans les jours à venir, ou encore obtenir ou non un titre de séjour à l'âge de 18 ans. Nous n'avons pas sollicité leurs témoignages sur les longs, rudes et souvent dramatiques voyages qu'ils ont dû effectuer en partant d'Afrique pour arriver en France. Ce qui compte avant tout, c'est qu'ils sont ici, parmi nous. Ils veulent, à juste titre, être reconnus comme des jeunes gens souhaitant faire leur vie dans ce pays, et nous les avons considérés comme tels. Nous les remercions de la confiance qu'ils nous ont témoignée en participant à ce livre. En troisième partie, nous avons regroupé plusieurs documents, pétitions, lettres, chansons qui indiquent l'importance des mobilisations de patrons pour défendre leurs apprentis menacés à 18 ans d'OQTF. Il s'est passé quelque chose de très important quand Stéphane Ravaclet, patron boulanger à Besançon, a décidé en janvier 2020 de s'engager publiquement, lançant une pétition nationale et choisissant d'entamer une courageuse grève de la faim pour la régularisation de son apprenti le jeune Lay. Depuis, s'exprime régulièrement sur la place publique la volonté de nombreux employeurs qui considèrent leurs jeunes apprentis comme devant être correctement traités et respectés. Ils étudient et travaillent ici, en France, ils sont jeunes et doivent être soutenus. Ils doivent obtenir les papiers pour vivre et travailler en France, avoir une carte de séjour. Autour de ces patrons, des centaines de gens se sont mobilisés, familles d'accueil, camarades de sport, camarades de lycée, enseignants et personnels de direction de lycée, chanteurs, musiciens et d'autres artistes. Nous présentons ici quelques documents illustrant ces mobilisations. Ce livre sera utile s'il ne s'adresse pas seulement aux personnes déjà engagées d'une manière ou d'une autre, aux côtés des jeunes venus d'ailleurs. Nous souhaitons qu'il s'adresse à tous. Annie Autenac et Françoise Crozet. Première partie, contribution de bénévoles. 1. Il me semble primordial de montrer à ces enfants qu'ils ont de la valeur, et de les accompagner avec respect et bienveillance. Delphine Lille. Par mon expérience professionnelle, je peux parler des jeunes étrangers qui ont été reconnus mineurs ici. Les difficultés sont considérables dans leur parcours, en premier lieu en ce qui concerne les méthodes pour évaluer la minorité. Les grilles d'évaluation à mon sens manquent d'objectivité et se basent sur des choses qui font du non-scène.
Ces entretiens, et certains sont parfois musclés, obligent les enfants à raconter ce qu'ils ont vécu, et on sait que leur parcours migratoire est nécessairement difficile et traumatisant, et la plupart du temps on les traite de menteurs. Ce qui est terriblement violent. Dès le départ ils sont soupçonnés de raconter des histoires. Et quand enfin ils sont reconnus mineurs, pour ceux qui ont de la chance, ce n'est pas terminé. Nous avons de très nombreux exemples. Un jeune a passé 1 an dans la rue, l'évaluation ne l'ayant pas reconnu comme tel. Accompagné d'un avocat, il a obtenu gain de cause et a été pris en charge par le département. Quelques semaines après son arrivée dans le service, le département a fait appel de la décision de minorité. Le jeune s'est effondré en disant « Mais pourquoi ils me font cela à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais démuni. Qu'est-ce que tu veux que je lui réponde? C'est purement arbitraire, on ne sait pas. » Le jeune a dû une nouvelle fois rencontrer le juge des enfants qui statue sur sa minorité, en fonction des éléments apportés. Il faut savoir qu'il y a un délibéré de plusieurs semaines. Cette situation est stressante pour les jeunes, et en tant qu'éducatrice, il nous est difficile de les rassurer puisque nous n'avons aucune maîtrise sur les décisions qui sont parfois très étonnantes. Concernant ce jeune, il y a eu une confirmation de minorité et de prise en charge. Mais dans certains cas, le juge statue sur un refus de minorité, et les jeunes doivent quitter les structures d'accueil dédiées dans les jours qui suivent la décision sans savoir où aller. Pour nous, éducatrices, ces situations sont insupportables. Nous avons beaucoup d'exemples qui montrent comment les jeunes peuvent être malmenés, même au-delà de la prise en charge. Ils ne sont jamais tranquilles, jamais sereins. Ils ont toujours une épée de Damoclès au-dessus d'eux, et ce n'est jamais gagné à 100%. En tant que professionnels, les jeunes nous questionnent sur l'obtention des papiers qui leur permettront d'envisager leur avenir sur le territoire, ils ont besoin d'être rassurés. Malheureusement, il n'y a aucune règle préétablie. Chaque situation est différente. Pour tel jeune cela va passer et pour un autre exactement dans la même situation, il y aura un refus de papier. Nous ne maîtrisons pas l'étude des dossiers en préfecture. Nous pensons que la nationalité entre parfois en jeu. Il est très difficile d'obtenir un titre de séjour pour les jeunes Algériens notamment. Nous avons le cas d'un jeune Algérien qui a obtenu son bac pro en électricité et qui poursuit son cursus en BTS électrotechnique au lycée Baggio. Il s'est vu refuser un titre de séjour assorti d'une OQTF, obligation de quitter le territoire. Il est actuellement en procédure de recours. Tout est arbitraire et nous ne sommes jamais sûrs de rien, avocat ou pas avocat, cela ne change pas grand-chose. Concernant la prise en charge de ces jeunes, ils étaient auparavant accueillis dans les maisons d'enfants au même titre que ceux de la protection de l'enfance. Cela apportait énormément à l'ensemble des jeunes, le partage des cultures, de la langue, l'apprentissage du vivre ensemble au quotidien. Il y avait plein d'échanges qui se passaient dans ces maisons d'enfants, c'était très riche. À un moment donné, au niveau national, il y a eu des décisions politiques et financières. Il fallait trouver d'autres modes d'accompagnement pour ces jeunes accueillis dans les foyers de la protection de l'enfance, qui arrivaient à saturation. Nous avons assisté, impuissants, à une certaine forme de marchandisation du travail social. Des associations ont répondu à des appels à projets, les mettant en concurrence, en proposant de nouveaux modes d'accompagnement avec une tarification différenciée, parfois indécente. Nous entrons dans une ère de rationalisation des coûts, de compétitivité, d'efficience. Je me suis posé la question de participer à cela, les valeurs qui m'animent étant loin de cela. D'un autre côté, si les gens engagés tournent le dos au social, qui apportera des garde-fous et garantira une prise en charge décente pour ces jeunes? Je me suis donc lancé dans cette aventure. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.